Il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. C'est le magazine Nos Nouvelles, apporté par Intexto, qui entre chez vous. On est le jeudi, on est le 24 ou le 25 ? Le 24. Le 24 mai déjà. Bon, on est également en direct sur Facebook, on sera en différé sur WhatsApp et YouTube. J'ai avec moi Jean-Étienne Dorsan. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Étienne, bonjour à tout le monde, bienvenue à cette émission. Voilà, et 438-395-1256 pour vos commentaires, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qu'on aura dans l'actualité? Eh bien, Locke Merville s'excuse auprès des Haïtiens, en particulier. On va vous parler de ça. Et on va vous parler aussi de... Il y a un festival des arts qui va se dérouler le 25 mai, donc demain, ici à Montréal-Nord. C'est au Centre culturel, Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Ah, c'est sur Roland, ça. Justement. Et il y a Alt Femmes, qui est une organisation à but non lucratif qui supporte la des femmes. Ah, tu les aimes bien, les femmes. Ben oui. Ah ben. Ils vont participer à ça. Ce sera une occasion pour Alt Femmes de permettre aux femmes de mettre en exergue leur réalisation littéraire au cours de cette activité. Justement, en parlant de femmes, il y a une femme qui pleure amèrement son mari, Tony Vergniaud, à Port-de-Paix. Elle s'appelle Georgine. On va l'écouter un peu plus tard dans la partie haïtienne de ce magazine. Elle accuse nommément et sans détour, sans pourtour, le maire principal Josué Alusma d'être responsable de la mort de son mari. Vous avez aussi des explications, mesdames et messieurs, sur le cas de Jovenel Moïse avec Guilherme Sedelva. Oui, Guilherme Sedelva qui monte au créneau pour défendre son président, son chef de l'État, par rapport au dossier de corruption. Il dit que c'est une affaire qui date de 2016 et Jovenel Moïse n'était pas président. Et il ne s'agit pas de 5 millions de dollars américains, mais 5 millions de gourdes. Et que un noir comme Jovenel Moïse, est-ce qu'il ne peut pas gérer 5 millions de gourdes? Bon. Monsieur Delva aussi Ah mais vous savez, le 18 mai, justement, oui. Le 18 mai, il y avait des bouteilles d'eau à l'effigie du chef de l'État et de son poulain. Hein? Ah, ok. Mais Guilherme Sedelva dit, ben non, on n'a rien à voir avec ça. C'est un journaliste de Radio Kiskea qui a eu le courage de lui poser la question, et d'autres questions aussi sur la question de décharge, parce qu'il gérait il dirigeait une commission sous René Préval, de justice pour Jean-Dominique, des choses comme ça. Il y a eu des dépenses. Bon, vous écouterez sa réponse. Il y a le sénateur Jean-Renel Senatus. Oui, on parlera de Chili. Oui. Hein? Il y a énormément d'Haïtiens là-bas, et François, il pourra nous analyser ça. Il y a des policiers qui sont prêts même à aller au Chili pour identifier les Haïtiens, de leur donner du papier. Il y a le ministère des Affaires étrangères qui est impliqué là-dedans, le ministère des Haïtiens étrangers. C'est vraiment tout un processus d'identification des Haïtiens pour éviter ce qui arrive avec les Haïtiens en République dominicaine, au Chili actuellement. Il y a un branle-bas de combat au sein du gouvernement de ce côté. On va vous parler de ça et de... On va parler à la fin de l'émission de Hervé Denis sur l'armée d'Haïti. Oui, 2 jours de rencontre en Haïti. Avec des autorités, des responsables de l'armée mexicaine. Parce que les États-Unis, la France, les bailleurs de fonds habituels refusent de financer le projet de retour, de remobilisation de l'armée d'Haïti. Quand le Nord refuse de nous aider, on regarde vers l'Est. Au sud. Mesdames, messieurs, restez avec nous. On vous revient tout de suite pour le développement de ces informations et de beaucoup d'autres. Ça c'est Locke Merville, il est plutôt seul dans la foule aujourd'hui, depuis ces accusations d'abus sexuels, d'exploitation sexuelle notamment,
En 2014, publiquement, les accusations étaient tombées. Alors aujourd'hui, Locke Merville, qui a plaidé coupable, évidemment, il n'y a pas encore de sentence, qui a plaidé coupable quelque temps déjà, sous conseil de son avocat et tout. Locke Merville a présenté des excuses, notamment auprès de ses collègues, mais surtout auprès des Haïtiens. On va écouter Locke Merville, qui s'excuse par rapport à tout ce qui s'est passé. L'accusation de viol a été retirée il y a près d'un an, juste après l'enquête préliminaire. Les médias le savaient. Ils ne vous en ont pas fait part. Moi, je ne vais pas vous en parler de tout ça maintenant. Je vais prendre le temps de me retrouver. Et dans une semaine, je vous parlerai de ce que j'ai pensé de leur façon d'agir aux médias et de leur manque de rigueur. Une fois de plus, d'offrir mes plus profondes et sincères excuses à la personne qui a porté plainte et à sa famille. Je veux aussi m'excuser à ma famille, à la mienne, à mes enfants, à mes ex et plus particulièrement à mon fils. Aux Haïtiens qui ont toujours été avec moi, qui ont toujours fait en sorte de me prendre comme exemple ou comme modèle, aux Canadiens, au peuple québécois, à mes amis, à mes confrères artistes. Je tiens à vous dire à quel point je suis désolé de l'événement qui s'est produit il y a 22 ans pour lequel j'ai plaidé coupable. J'ai plaidé coupable parce que j'ai eu une relation avec une personne de 17 ans et demi alors que j'avais 28 ans et que j'étais en situation d'autorité. Je veux surtout pas minimiser ce qu'a vécu cette famille-là, ce qu'a vécu cette jeune femme-là. Je veux simplement vous parler de faits. Question de remettre un peu les pendules à l'heure. Après les faits, vous en ferez ce que vous voulez. Ouais. Le petit souci technique qu'on avait au début, mais il a été assez clair. Et puis les faits, c'est que il vient de l'expliquer. Hein, il avait 28 ans. C'est une histoire qui date de 22 ans. Et il a eu une relation avec une fille qui avait 17 ans et demi. Et accusé d'exploitation sexuelle, pas dans le sens, disait-il, dans son intervention, de séquestration d'une personne dans ton sous-sol et puis tu l'alimentes au compte-gouttes et puis tu l'utilises sexuellement à fond. Non, c'est pas de ça qu'il est question, c'est qu'il était dans une position d'autorité par rapport à une fille qui n'était pas majeure, qui manquait 6 mois pour être majeure en fait, et il a plaidé coupable. Ce qu'il a dit, c'est que il y a eu une accusation de viol aussi. Après l'enquête préliminaire, cette accusation a été retirée. Et Luc Merville aujourd'hui est très amer par rapport aux médias qui savaient que cette accusation a été enlevée et qui n'en ont jamais parlé selon lui. Et il est très amer, vous allez l'entendre, à propos des médias. L'accusation de viol a été retirée il y a près d'un an, juste après l'enquête préliminaire. Les médias le savaient. Ils ne vous en ont pas fait part, ils ne vous en ont pas parlé. Maintenant, moi, je ne vais pas vous en parler de tout ça maintenant. Je vais prendre le temps de me retrouver. Et dans une semaine, je vous parlerai de ce que j'ai pensé de leur façon d'agir
aux médias et de leur manque de rigueur. Je pense que, en tant que citoyen, que vous êtes et que je suis, on a droit d'avoir des nouvelles qui sont rapportées de façon juste. C'est ce que je pense. Pour l'instant, tout ce qui me reste à dire, c'est que je respecte la loi. J'assume ma sentence, celle qui sera prononcée, parce qu'au moment où je vous parle, elle n'a pas encore été prononcée. Voilà. Écoutez, Luc Merville. Ouais. Qui dit courageusement, moi, j'attends ma sentence et puis je vais l'assumer, je vais purger ça, je vais payer ma dette et voilà, vous en ferez ce que vous voudrez après pour la suite. Il faut rappeler que Luc Merville a 50 ans aujourd'hui. Hein, il ne paraît pas, mais ça paraît pas, mais Luc Merville a 50 ans aujourd'hui et puis, comme il l'a dit, c'était un modèle pour les jeunes Haïtiens ici qui perçaient dans le domaine de la chanson, qui chantait dans Notre-Dame de Paris notamment. Je l'ai bien aimé dans Notre-Dame de Paris. Hein. Solitude dans la foule qu'on a écouté au début, c'est l'un de ces tubes. Bref. Et puis Luc Merville avait été porte-parole de ceci, il se porte toujours garant pour les Haïtiens, la communauté haïtienne et Haïti, et a joué des rôles de porte-parole pour des causes haïtiennes assez souvent ici au Québec. Voilà, on parle des femmes maintenant. Ben justement, sachez que le Festival des Arts de Montréal-Nord aura lieu le 25 mai, demain. Alors, c'est pas trop loin, comme on avait dit. L'idée, c'est de donner la possibilité à tout le monde de participer à cette activité, mais surtout aux femmes, puisque Halte Femmes, qui est une organisation à but non lucratif évoluant ici, pas trop loin non plus de à Montréal-Nord, a encadré 6 femmes depuis le mois de janvier dans ce qu'on appelle pour réaliser des œuvres littéraires. Quel est le bien fondé de cette initiative? C'est la question fondamentale qu'on avait posée à Funmilayo Sonus, qui est l'une des responsables de Halte Femmes ici à Montréal. On va l'écouter. Dans le fond, c'était surtout permettre aux femmes de découvrir ou de redécouvrir Eva Tricoté pour celles qui n'avaient pas forcément assisté à l'exposition. Mais c'était aussi de leur permettre, de leur donner une plateforme pour pouvoir s'exprimer. On utilise beaucoup, dans le fond, l'écriture, parce qu'on donne différents ateliers d'écriture ici. Et l'atelier d'écriture, dans le fond, qui était aussi, on a une écrivaine aussi qui est Joanne Rochette, qui est l'écrivaine qui a aidé les femmes durant l'atelier. Donc, dans le fond, c'est leur permettre de s'exprimer, puis de découvrir aussi, de découvrir à travers l'écriture. Alors, l'initiative a été lancée depuis janvier Dernier. Oui, à la suite d'un atelier qu'on avait fait sur Eva sur ses côtés. C'est un auteur ici au Québec, au Canada, au Québec. Donc, ils ont pris goût par rapport à tout ça. Ils ont décidé justement d'encadrer les femmes pour les encourager par rapport en prenant cet auteur comme modèle pour réaliser des œuvres littéraires que les gens pourront regarder demain. Mais comment ça va se passer? Comment va dérouler cette activité? C'est les précisions apportées par Madame Sonus sur l'activité. Okay. Donc, dans le fond, il y a plusieurs organismes qui vont être présents. Nous, notre présentation, c'est un micro. En fait, on participe au micro ouvert. Donc, dans le fond, le public qui vient voir la présentation des femmes de Halte Femmes, ça va être la présentation des textes qu'elles ont réalisés tout au cours des ateliers, le fil rouge. Là, après, c'est sûr que la présentation qui se fait donc à la MCC le 25, c'est ouvert au public, mais c'est vraiment les femmes qui présentent en fait dans le fond, le final de leur œuvre. Toujours des œuvres littéraires. En fait, c'est surtout leurs textes qu'elles ont réalisés avec l'aide de l'écrivaine. Ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que cet atelier, on a des femmes qui ont pris le temps de se réunir et de se livrer aussi. Et donc, ça donne vraiment un très beau résultat. Donc, ça se déroule à Montréal-Nord, donc à la maison culturelle et communautaire, donc boulevard Roland. Ça a commencé à 10h. C'est sûr que nous, on a le micro ouvert à partir de 10h. Après, il y a le reste des festivités qui continuent tout au long de la journée. C'est ouvert au public. D'ailleurs, nous, on a aussi dit à nos membres qu'elles pouvaient venir soutenir
les femmes qui présentent leurs projets et inviter des amis. C'est vraiment ouvert. Si elles veulent aussi amener leur mari, amener leurs enfants, c'est vraiment ouvert de manière à pouvoir présenter ça à un maximum de personnes. Voilà, ça se passe à Montréal-Nord, au boulevard Roland, à la Maison culturelle et communautaire. Ici, nous émettons depuis la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, Intexto. Et nous avons avec nous François, il fait gris dehors. Ah, il fait gris. Bon. Je ne sais pas s'il fait gris. Bonjour, Jean-Emma, bonjour. Mais bonjour à tout le monde. Bonjour François, bienvenue. Oui. Alors, avant de commencer, oui, vas-y. Oui, avant de commencer, juste une petite précision. Oui. Pour notre compatriote Luc Merville. Oui. La sentence est connue. Il a écopé d'une peine de 6 mois de détention dans la collectivité. Ok, là c'est officiel. Oui, depuis hier. Oui, ok. Ben, merci. Ben, on en parlait déjà là, de la sentence. Oui, parce que le procureur de la couronne et puis son avocat, les deux se sont entendus là-dessus, oui. Avaient proposé au juge un plan et puis c'est ça. Bon. Alors, on vient à notre dossier d'immigration. Alors d'abord, je vais parler de l'éducation, ensuite on va parler des demandeurs d'asile. Dans ce premier temps, il y a des doutes qui subsistent pour l'ouverture des écoles aux élèves sans papier. Parce que là, on se rappelle, pendant quelques temps, depuis le gouvernement de Pauline Marois, on avait donné la possibilité aux enfants, les sans-papiers, les personnes sans statut, d'avoir accès à l'école. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui vient d'être votée, la loi 144, qui vise à rendre l'école accessible et gratuite aux enfants sans papier. Mais cette loi-là soulève des interrogations. Parce que lorsque les parents vont remplir les formulaires pour les enfants, on va leur demander, d'après cette nouvelle loi, le statut des parents. Alors que depuis quelque temps, on sait que l'Éducation sans frontières mène un combat pour dire que tous les enfants, quel que soit leur statut, doivent être scolarisés. On ne devrait pas. D'ailleurs, l'Ontario le fait. En Ontario, quand vous y allez, on ne vous pose pas de questions sur votre statut. Mais ici, et surtout à la commission scolaire de Montréal, CSDM, qui est la plus grande commission scolaire de la province du Québec. Alors, on a dit que oui, cela doit prévoir et on doit donner le statut des parents qui viennent avec les enfants. Alors, l'éducation sans frontières s'inquiète parce que ça va être appliqué à partir de thème. On dit qu'on ne devrait pas aujourd'hui, on ne parle pas des enfants des demandeurs d'asile, parce que moi, ils ont un statut. Ce sont les enfants des personnes qui ont été peut-être déboutées, ou des gens qui n'ont pas de statut du tout. Parce que les enfants des demandeurs d'asile ont quand même un statut, même si ce n'est pas encore fixé, mais ça veut dire qu'ils ont un statut. Alors là, l'éducation sans frontières s'inquiète sur cette situation-là et dit que le gouvernement devrait rectifier le tir parce qu'on ne devrait pas pénaliser. Il y a deux choses qu'on fait au Canada, et surtout au Québec, qui ne sont pas correctes. Ne pas permettre aux enfants d'aller à l'école. Et des fois, par exemple, on voit aussi au niveau fédéral, des enfants qui vont en prison pendant que leurs parents sont en prison. Oui, tu nous as parlé de ça, voilà, une semaine ou deux, là. Ouais. Oui, c'est très préoccupant de pareilles choses comme ça. Et je crois que selon les données du ministère québécois de l'Éducation, en 2017, il y avait 1 millier d'enfants qui étaient concernés par cette problématique. Oui, tout à fait. Alors, c'est avec Pauline Marois qui a changé cette pratique-là. Et en 2012, quand elle est devenue première ministre, par la suite, les gouvernements libéraux ont continué à donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école. Mais cette nouvelle loi 144 revient avec la question du statut des parents
Et quand on dit statut de parent, si on met, et on doit renvoyer ça au gouvernement, on ne sait pas ce qui peut arriver, et avec l'agence de service hospitalier qui sera très active de plus en plus sur le terrain. Alors là, on a des doutes et on se dit que l'éducation frontière demande à tous les concernés de pouvoir faire quelque chose. Ouais. Alors, une dernière nouvelle pour l'éducation, c'est le recteur de l'Université du Québec à Rimouski qui met des réserves sur les nouvelles règles annoncées par Québec pour le financement des universités, parce qu'il y a des modifications qui vont toucher le recrutement d'étudiants étrangers, qui risquent, selon lui, de créer un déséquilibre entre les petites et les grandes universités. OK. Alors, on sait que toujours pour les étudiants étrangers, il y a des problèmes. Par exemple, là, on sait que la France a un statut particulier parce que les étudiants français paient le même tarif que les étudiants des autres provinces. Oui, depuis la signature de cette entente sur la mobilité étudiante. Oui, c'est ça. Alors, le recteur, il dit que oui, pour les petites universités, ce coût-là est quand même élevé parce qu'on n'est pas en mesure d'assumer. Parce que si on a beaucoup d'étudiants français qui vont, par exemple, à Rimouski, avec un tarif comme ça, on risque de ne pas pouvoir payer ou bien équilibrer le budget, tout ça. Alors, lui, il a lancé ce cri-là, il dit qu'on devrait s'organiser pour pouvoir éviter qu'on connaît, par exemple, les universités, les petites universités, surtout, à définir des coûts par rapport à certains groupes d'étudiants étrangers. Ok. Bon, maintenant, on passe au dossier de demandeur d'asile. Bon, cette nouvelle-là, ça va beaucoup de mal. Ah oui? Actuellement, comme image il y a des dépliants qu'on est en train de circuler, on est en train de diffuser du côté de la frontière pour encourager l'immigration illégale à Place-Belle. C'est qui distribue ça? Alors, c'est à Place-Belle, on a des groupes, des associations qui distribuent et qui expliquent aux gens comment on peut passer à la frontière. Hein? Oui, c'est dit que ça que si la nouvelle a appris, il a dit qu'on a le formulaire, le dépliant qui explique aux gens combien ils doivent payer pour une course de taxi. Vous ne devez pas payer plus que $77,50. OK. Ensuite, il donne une liste d'avocats, d'organismes d'aide à Montréal pour pouvoir les aider. Oui, mais c'est qui serait derrière ça? Les Américains? Ça s'appelle l'organisme communautaire qui s'appelle Plattsburgh. Ça s'appelle comment? Plattsburgh. Quelque chose. C'est incroyable. Et c'est pourquoi le député Plamondon a demandé au gouvernement qu'il faut faire quelque chose. Parce que là, ça devient ridicule. Les organismes communautaires américains qui distribuent des dépliants pour donner des nouvelles, des informations très précieuses selon l'organisme à des gens pour les encourager à venir au Canada. Ils veulent pas possible. Ils veulent vraiment nous le faire à l'envers, là. Hein? Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et effectivement, le gouvernement canadien doit faire quelque chose parce que là, sinon, on vient de terminer. Aux États-Unis, on va dire, dès que vous avez un problème, venez au Canada. Voilà. Ouais. On distribue ça. Bon, alors, et pour terminer, on a le gouvernement canadien qui se dit prêt à accueillir des réfugiés rohingyas. Les réfugiés rohingyas, ce sont des gens qui habitent, qui sont persécutés par l'armée birmane et qui est allé, par exemple, au Bangladesh. Alors, la ministre des Affaires étrangères n'a pas voulu dire combien de réfugiés le Canada pourrait accueillir et il revient au commissariat des Nations Unies de coordonner cet effort avec les pays. La Birmanie s'est stabilisée depuis l'arrivée de, comment elle s'appelle, Madame Sushi, non? Oui, un peu, oui, exactement. Mais là, je me dis, pourquoi le Canada va jusqu'en Birmanie? Je comprends qu'on donne une aide parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été violées, tout ça. Mais c'est plus l'armée aux commandes là-bas.
Hein? C'est plus l'armée aux commandes là-bas. Cette situation-là n'a plus lieu. Parce que madame a un pouvoir, de caporal là-bas. Ça veut dire que même si elle est dans les première ministre, comme on appelle ce truc-là, même si elle est première ministre, mais c'est l'armée qui dirige jusqu'à présent. Elle est présidente, je crois, oui. Alors, vous voyez, le Canada va donner de l'aide, il y a dit 300 millions, on annonce 300 millions sur 2 ans. Mais quand le Canada dit qu'on est prêt à accueillir ces réfugiés au Niger, vous voyez le message qui se donne, alors que sur la frontière, il y a une situation qu'on ne peut pas gérer. Maintenant, on dit qu'on est prêt à accueillir d'autres réfugiés. Alors, est-ce que vous allez, de côté, vous demandez aux gens de ne pas venir, vous allez au Nigeria pour dire que il ne faut pas venir parce que si vous venez, on va vous refuser. Oui, mais François, pour la Birmanie, ça serait de manière ordonnée à travers les Nations Unies, comme ça a été le cas pour les Syriens, non? Oui, mais c'est le message que ça peut donner aux gens. Ça veut dire le Canada qui reste très ouvert. Ça veut dire, dans les circonstances, moi je pense que dans un autre contexte, où il n'y aurait pas de problème. Mais dans les circonstances où on dit que la frontière canadienne est devenue une passoire, et vous dites qu'on est prêt à accueillir pour les gens qui ont des problèmes à l'étranger. Vous ne pouvez pas les empêcher de venir, parce que vous êtes prêt à accueillir, c'est le message qui a été donné d'ailleurs, c'est le bienvenue aux réfugiés. Alors là déjà, les gens se posent des questions, et avec raison, parce qu'on se dit, avec ça, des gens qui sont jusqu'en Asie, on comprend qu'ils sont, mais c'est le seul pays à proposer à ces gens de venir ici au Canada. Bon, voilà, merci. C'est très intéressant, comme d'habitude, François, mais c'est tout le temps qu'on avait. Mais tu nous réserves les autres sujets pour demain? Oui, tout à fait. Bon. Merci beaucoup, François. François Jean-Denis, je vous rappelle, qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration. Notamment, si vous avez des questions pour François, vous pouvez voir à l'écran sur Facebook les coordonnées de François Jean-Denis de Vision Max Service si vous avez des questions sur l'immigration pour lui. Puis demain c'est vendredi, on parlera de service, François. Tout à fait. Voilà. Merci. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles, un potentiel de revenus illimité, une carrière par laquelle vous communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc., c'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246-1203 poste 242. Al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche.
Voilà, ce sont les nouvelles d'Haïti maintenant. Vous écoutez le 102.3 FM, Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca. Il y a une femme qui pleure en Haïti, j'en ai marre. Oui, absolument. Juste avant de parler de Georgine Vergniaud, il faut peut-être inviter les gens qui nous suivent sur Facebook de partager, de liker. Et comme ça permettra à plus de gens d'être informés sur ce qui se passe dans la communauté haïtienne ici à Montréal. Si vous aimez le travail, n'hésitez pas à le partager. À le partager. Et même si vous écoutez la radio maintenant, allez sur Facebook pour liker la page Facebook de Intexto. C'est important. Et puis, partagez la nouvelle. On est sur 4 plateformes. Bientôt, on va vous offrir une 5e qui sera notre radio web. On pourra écouter les grandes entrevues, les reportages, de la musique et toute l'information, tout sur les Haïtiens et les communautés ethnoculturelles d'ici, de Montréal-Nord, de Saint-Michel et de Rivière-des-Prairies. D'ailleurs, bientôt, on parlera de Rivière-des-Prairies avec une Haïtienne qui est derrière une nouvelle ligne d'autobus là-bas. Wow. Elle a travaillé fort pour ça, Nathalie Pierre-Antoine. La semaine prochaine, surtout demain, on va vous en parler. Demain. Voilà, les nouvelles d'Haïti maintenant. Et une femme qui pleure son mari, Georgine Vergniaud. On posait plein de questions hier. Oui, absolument. Bon, maintenant, sans détour, Georgine Vergniaud accuse le maire principal, Josué Alusma, d'être responsable de la mort de son mari, le pasteur et journaliste Tony Vergniaud, qui est mort lors d'un accident de la circulation avec un bacolodeur qui a chaviré sur lui, littéralement, et qui l'a écrasé. Et ce qu'elle explique, c'est que d'abord, le maire principal de Port-de-Paix n'a pas eu de formation pour piloter cet engin, et il y avait un chauffeur qui était formé pour ça, et il n'a pas voulu laisser le volant de ce tracteur-là au chauffeur, et il a insisté pour que Tony Vergniaud lui-même vienne avec lui pour aller faire quoi, on ne le sait pas. Écoutons. Il dit on allait, Tony dit m'pas pour aller ou mettre aller. Là il faut Tony dit ok ou mettre aller. Sécurité m'na mener sécurité m'na aller. Quand il vient, m'a prend moto m'a pas possible. Il dit non Tony en aller, c'est moi qui conduit sous tracteur. Tony dit non. Moun yo sécurité yo bay témoignage d'après moun qui était là. José entré en blague dans grien dans il maté en bâtonné. Il levé là il met chita sous tracteur. Tout chauffeur tracteur a dit magistrat José m'a conduit. Il dit non, c'est pas ou même qui conduit. C'est moi même qui conduit qui tracteur. Quand il y a chauffeur a dit ou pas chauffeur bon conduit. Il dit non, c'est moi même qui conduit. Moun yo, il vient tout Paris sur Porto pour samedi à Tony. Quand il arrive là descend mon commissariat gon moun qui jeune avec. Moun nan dit ou pas ouais ou pas sur route là ensemble c'est sous carnivore ou pas sur route là et avec tracteur. Quand il arrive plus bas, il connaît ça il va faire c'est ça fait demander coup de dit. Quand dit tracteur, je sais pas chauffeur pour aller moun yo, on sérieux non. Gen machine, je tracteur gon chauffeur, si pas de comme ça il t'a fait, il t'a prend machine, il mettait Tony dans machine là. Si c'est dans machine Tony t'es tombé, Tony t'a crasé, il t'a pas fait mourir l'hôpital mais c'est pas cause ça il t'a mouru. Il t'a dit chauffeur on met descendre dans tracteur, après magistrat Tony n'a descendre dans machine. Il prend pour aller quand il arrive, machine pépec dans ridicule, il a regardé, yo tracteur venu sous borage, il va dans mi-temps route là même. Et après là moi mes amis dit qui moun cap conduire tracteur ça qui moun. Quand il arrive dans espace spirituel Tony moun yo, il a guet tracteur sous Tony. Là il finit ouvert pour tracteur, il sorti. Il a le chauffeur à monter, chauffeur était dans mi-temps Tony était sous bord droite la net. Là il a le monter. Chauffeur a dit, les moun commence à paraître. Chauffeur a dit, mais magistrat Tony en bas tracteur, il fera le chauffeur. Les moun yo vini yo ouais l'obé la fête yo vinn bureau là moi José braquer zam sou yo. José braquer zam sou yo moun yo, José monter dans commissariat, il braquer zam sou moun yo. Il pas même dit dégager nous pour nous si nous approcher. Il pas dit ça. C'est ça il était venu faire spécial, c'est ça. Peut-être madame ni Odeline Danis, qui secrétaire général Maria, qui comptable en même temps, qui a fait mal de Tony mandé puis révoqué. C'est pour ça qu'il mange Tony. C'est pour ça qu'il joue Tony. Je sais pas tant beaucoup les cadeaux ça. Beaucoup d'émotions et... Beaucoup d'accusations surtout. Ouais. Et
Ouais, c'est pas facile ça, mais Ouais. et puis on n'a plus de nouvelles de Josué Alusma, le maire principal, depuis cet accident. C'est très bizarre tout ça. Ouais, les journalistes le cherchent de partout pour avoir le moindre explication, Ah oui. la moindre explication par rapport à ça, mais on n'a aucune nouvelle, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Et c'est vraiment dommage. Donc ça fait deux maires. La mairie de Port-de-Paix donc est dysfonctionnelle. Il y en a un qui est mort, lui, il est dans le maquis. C'est quoi le cartel? L'autre est où? C'est très très bizarre ça. Ouais. Tu ne peux pas avoir ton collaborateur mort, tu es, je dirais, témoin oculaire et puis ou là, tu es impliqué cherche... dans ce qui s'est passé. La moindre des choses, c'est vraiment d'expliquer. donner même une version de tes affaires. Une version, en tout cas. Ouais. Ben, on va parler, je sais pas si on doit dire corruption ou lutte contre la corruption avec le cas de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse en parle assez souvent, lutte contre la corruption, mais quand ça le concerne, ben, ça devient plus difficile. C'est une histoire qui remonte à 2016. On croyait parler de 5 millions de dollars américains. Ben, finalement, tout le monde s'entend que c'est 5 millions de gourdes concernant Jovenel Moïse alors qu'il n'était pas président encore. Et là, le dossier part devant la justice et le commissaire du gouvernement, M. Daméus, la semaine passée avait recommandé un non-lieu au juge instructeur qui traite cette affaire-là. Il n'y a pas de décision encore, mais déjà dans les médias, le ministre de la Communication de Jovenel Moïse, Guilherme Sedelva, il monte au créneau pour défendre son président. Il dit, écoutez, pourquoi Jovenel Moïse, parce qu'il est noir, il ne peut pas gérer 5 millions de gourdes? 5 millions de gourdes, c'est quoi? Écoutons Guilherme Sedelva. Il y a là, à la faveur d'une sorte de revirement politique, sur les modèles comme ça, il y a des gens qui, comme par hasard, sont intéressés pour râler toujours. Et puis il y a le râler justement. Et puis pendant le râler, il dit, une transaction de 5 millions de dollars qui fait là, ça suspecte. Et puis effectivement, puis le monde a posé la question, 5 millions de dollars, comme si il y a brassé aux gens là, comme ce qui est drôle. Il dit, on va comprendre, mais 5 millions de dollars sur le compte de base, là. On prend l'objet fait, et puis c'est là à vérifier, et ouais, c'est 5 millions de gourdes. Mais toute argumentation, mon a fait dans l'époque là, il a basé sur 5 millions de dollars, je pensais, bon, ça, c'est une somme quand même importante. Vous comprenez ça? Le regarder, c'est 5 millions de gouttes. Alors, un entrepreneur, comme M. Jovenel Moïse, comme il 5 millions de gouttes, qu'il fait des transactions qui sont normales, alors ça représente un problème. Parce qu'ils sont petits nègres. Mais c'était l'autre monde, des mondes estimés peut-être qu'ils sont nègres, même s'il était 100 millions, 200 millions, 300 millions, il a trouvé normal. Alors, parce que c'est Jovenel Moïse, donc 5 millions de gouttes, il n'est pas capable de gérer dans le compte 5 millions de gouttes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Vous avez remarqué qu'il a parlé de Jovenel Moïse comme petit nègre, mais il n'a pas dit de l'autre côté, hein, si c'est des petits rouges, par exemple. Il a évité de faire ça. J'ai la sensibilité. Là. Ok. Ça, c'est... Là, encore une fois, il y a un journaliste de Radio Kiskeya, Robinson Henry, qui a eu le courage de poser 2 questions importantes à Guilherme Sedelva. Il lui a demandé, mais écoutez, le 18 mai, là, il y avait des bouteilles d'eau à l'effigie de votre chef de l'État et de votre Premier ministre qu'on distribuait pendant la fête du drapeau. Vous n'êtes pas en campagne électorale, c'est l'argent de l'État que vous utilisez pour faire ça. Quelle explication est-ce que vous avez à donner? Deuxièmement, vous avez dit que vous n'avez pas besoin de décharge pour devenir ministre de la Communication, mais la commission que vous dirigiez sous René Préval concernant la mort de Jean-Dominique, il y avait de l'argent que vous gériez à ce moment-là. Écoutez les réponses de Guilherme Sedelva. Le gouvernement n'a pas gagné pour le ça, le président de la République, le Premier ministre Jacques Lafontaine n'a pas gagné rien pour le dans l'eau, dans la photo. Nous pas dans la logique ça. Le président de la République, nous pas comme ça, nous pas vraiment. Nous pas besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y a des travail qu'a fait, la population l'IOL, la vive, nous pas besoin, nous voyons qui ça tape utile. Ni président, ni premier ministre, pour nous mettre photos sur de l'eau. Si le monde qui fait le privé, il fait, nous ne savons pas qui est, nous pas au courant de ça, mais le gouvernement va gagner pour le ça. Deuxième question, commission, pas de jam ou commission présidentielle. C'était nous-mêmes dans SOS journalistes comme journalistes qui formaient une commission pour nous défendre journalistes pareils nous mourir, qui assassinés, journalistes pareils ou tout, qui assassinés. Quand il y a là, M. René Préval comme président,
il était appuyé mouvement que nous avons fait. Mais nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas rien l'emmène, comme si nous avons des cobles l'emmène. Si nous prenons le petit goût avant, nous prenons le petit goût avant, nous devons faire des déplacements. Nous pouvons aller, nous payer des déplacements nous. Nous devons aller à Miami, à rencontrer des gens, dans le cadre de travail nous fait sur Jean-Dominique. Ticket payé, mal à Miami, pour mal faire travail que nous avons fait. Mais nous n'avons pas de budget, comme si nous avons c'est comme si nous sommes une commission présidentielle qui a géré. Il n'y a pas jamais une commission présidentielle, c'est une commission privée de SOS journalistes qui était fait exclusivement, pas arrêté, vous avez parlé de arrêté, pas jamais arrêté pour commission ça. Guillet, c'est de toi qui se défend, en tout cas, qui s'explique de toutes les façons. De toute façon, Guillet est très capable de donner une réponse à toutes les questions possibles et imaginables. Ça, c'est clair. Il a ce mérite-là, disons-le. On va laisser Haïti pour se rendre cette fois en Chili pour parler de... Ouais, on sera peut-être à Califourchon entre Chili et Haïti. Bah oui. On n'ira pas au Chili. On n'arrivera pas jusqu'au Chili. Bref, pour vous dire que, apparemment, le gouvernement Moïse Lafontaine prend à bras le corps cette question d'émigration vers le Chili des Haïtiens. Il y en a énormément, je ne me souviens plus du chiffre, là. François pourrait me le donner, mais c'est des milliers d'Haïtiens, à peu près 60 000 minimum, en un rien de temps, qui ont traversé au Chili par avion. C'est ça que je ne comprends pas. Ils ont pris l'avion. Là, aujourd'hui, on est en train de parler de problèmes d'identification, mais ils ont utilisé un passeport pour se rendre là-bas. Il y a tout un branle-bas qui implique à la fois la police, des CPJ. Je pense qu'en principe, pour ce cas, il parle surtout de certificat de bonne vie et de mœurs parce que... Oui, pour ce qui concerne la police. Ouais. C'est ça parce que apparemment, il y a des obligations. Ouais. Dans le processus même de légalisation, ça prend ce document. Okay. Et c'est très compliqué pour 60 000 ou bien... Oui, de faire ça à distance. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des policiers qui sont déjà prêts pour se déplacer, aller au Chili, pour justement rencontrer ces Haïtiens et vérifier dans leur base de données si tout est correct et leur délivrer des papiers de bonne vie et mœurs, c'est tout. Il y a le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui est impliqué là-dedans, le ministère des Affaires étrangères. Il y en a énormément. Écoutons Jean-Renel Senatus qui fait partie d'une commission sénatoriale qui s'occupe de ça. C'est pour dire, nous mettons le cap sur les Haïtiens qui vivent à l'extérieur, dont le Chili, qui a une date butoir que vous devez respecter. Maintenant, nous avons regardé, nous-mêmes tout, dans le cadre de la commission SAYO, comment nous sommes capables d'avoir une commission de contrôle qui traverse à regarder à l'ambassade du Chili, comment ça a avancé pour que les engagements qu'il prend ici, nous assurer qu'ils sont respectés. Le ministère de la Justice, via les CPJ, déjà montré nous, on liste que nous voyons aller déjà, le ministère Affaires étrangères. Le seul matin Affaires étrangères pour dire acheter matériel SAYO déjà, et que policiers sont déjà là, ils ont ce passeport officiel pour voyager. Donc, policiers, ça va héberger exactement dans l'ambassade d'Haïti au Chili pour être capable de recevoir les demandes et traiter sur le coup. Il y a questionné pour regarder est-ce que base de données comme on a cherché en Haïti, depuis mon on a cherché en Haïti, il y a belle pièce. C'est sur le même côté. Même côté. Voilà. Jean-Renel Senatus, sénateur de l'Ouest. Et enfin, on parle de l'armée. Oui. Les forces armées d'Haïti, remobilisation. Vous vous souvenez que les États-Unis, la France, le Canada, les bailleurs de fonds, les éternels bailleurs de fonds d'Haïti, refusaient de financer le projet de remobilisation de l'armée, une idée mise de l'avant par Michel Martelly, vous vous souvenez, lors de son mandat, avant Jovenel Moïse, et au nom de la continuité PHTK, Jovenel Moïse veut poursuivre ça. Mais les États-Unis refusent de l'aider, même l'Équateur qui aidait à la formation des commissaires de police ou des gens de l'armée, du génie militaire. Les premiers qu'on a là actuellement qui font partie de cette armée ont été formés en Équateur. Même l'Équateur s'est retiré de tout ça. Et maintenant, ils regardent vers le Mexique. Cette semaine, pendant 2 jours, il y a des spécialistes de l'armée mexicaine qui étaient en Haïti
pour discuter de toute cette coopération avec le Mexique concernant l'armée. Écoutons Hervé Denis, ministre haïtien de la Défense. Et nous trouvons que c'est un partenaire idéal que le pays nous est capable de joindre pour nous capable d'avancer dans la cause que nous-mêmes nous battons tête nous pour nous mettre sous pied l'armée d'Haïti, mais une armée tournée résolument vers le développement et qui va lutter contre catastrophes naturelles, qui prend plus droit que la Constitution Bali, selon protéger les frontières nous, assurer la sécurité pays. Nous croyons que 2 journées de travail ça te permettent nous commencer à jeter base tout ça qui est capable de dérouler et par la suite, moi je dois dire nous était très fructueuse, était très intéressante et il y aura le suivi de mémorandum de coopération qui lui-même va vraiment finaliser tout ça et nous-mêmes on a fini le travail sur les détails de ce mémorandum pour que d'ici peut-être le mois prochain nous sommes capables de signer dans le protocole d'accord ça gagne toute une série d'activités qui prévoient dont formation. Les formations il y a plusieurs aspects et des formations à court terme, à moyen et à long terme. Cherchez-vous à commencer une carrière satisfaisante? Le Fonds d'études pour les enfants Inc. vous offre cette opportunité. Une carrière avec des heures de travail flexibles et un potentiel de revenus illimité. Une carrière par laquelle vous vous impliquez dans votre communauté. Envisager une carrière en tant que représentant de courtier du Fonds d'études pour les enfants Inc. C'est possible maintenant. Le Fonds d'études pour les enfants Inc. est à la recherche de personnes entreprenantes et déterminées qui veulent s'engager dans l'industrie croissante du régime enregistré d'épargne et études. Visitez cefi.ca/carrière ou composez le 1-800-246 1203 poste 242. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. 7h49, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville. Nous sommes également en direct sur Facebook et en différé sur WhatsApp 438-395-1256 et sur YouTube un peu plus tard. Et si vous êtes sur Facebook, profitez-en, likez et partagez le magazine Nos Nouvelles qui vous apporte toutes les informations sur les Haïtiens, les communautés ethnoculturelles ici au Québec et les nouvelles d'Haïti commentées, expliquées tous les matins de 7h à 8h du matin. Nous sommes en direct toujours sur Facebook. Likez la page et partagez et comme ça le plus d'Haïtiens, le plus de monde possible pourrait être informé. Et on est aux commentaires. Ben oui. Alors, c'est quoi tu veux parler aujourd'hui? On revient sur Tony. Ouais. Maintenant, est-ce que tu serais d'accord que l'accident aurait pu être évité après avoir écouté Georgine Vergniaud? Écoute, excuse-moi. Moi, ça a provoqué un chat à la gorge? Non, d'accord. Depuis le début de l'émission. D'accord.
Je vais encore reprendre... Sérieux? Ben oui, parce que pour moi, par définition, un accident reste un accident. Et on l'appelle accident parce que, justement, c'est un accident, c'est quelque chose... C'est vraiment là-dessus, hein? Ben oui. Ben oui, c'est ça. Un accident reste un accident. D'accord, bon, on va... Maintenant, est-ce qu'il y a un complot ou par rapport à tout ce que madame a dit? Et excuse-moi, et j'estime justement que c'est très bizarre le comportement du maire après l'accident, parce qu'on a au moins d'accord. Excuse-moi de te couper, mais tu es au moins d'accord avec mes questionnements. Est-ce que c'était normal que je pose la question? Mais qu'est-ce qu'il faisait sur ça? Ben, j'étais toujours d'accord avec tes questionnements. Le problème que j'avais avec ton point de vue, c'est comme si au début... Ça, c'est philosophique, ça, l'accident. On croyait que tu étais en train de dire que... en tout cas, moi-même, on n'avait pas ces éléments d'information-là. Sans avoir ces éléments d'information-là, on croyait que tu étais en train de dire qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Moi, je pense que pour un accident... Non, c'est pas ce que je disais. Bon, de toutes les façons, je ne pense pas qu'on va rester sur ça. Mais je tiens à rappeler que pour moi, un accident reste un accident. Et par définition, c'est ça. D'accord. On n'est plus là. On est au fait que Josué Alusma, qui serait responsable de cet accident parce que c'est lui qui pilotait l'engin lourd, ait pris le maquis. C'est ça, moi je trouve que c'est vraiment anormal. Vraiment, imaginez que même si monsieur n'était pas impliqué dans l'accident comme il l'était, il devait être l'une des premières personnes comme c'est dans le cadre du travail de ton collègue qui est mort, l'une des premières personnes à s'exprimer, à apporter ses points de vue. Maintenant, non seulement tu es impliqué, madame t'accuse, mais on te cherche partout, tu es dans le maquis. C'est très bizarre. On dirait que tout ce que madame a expliqué dans ses propos sont de plus en plus vraisemblables, pour ne pas dire c'est vrai, puisqu'on n'a pas l'enquête. On n'a pas la version de M. Alusma, de toute façon. Voilà, et c'est la chose la plus importante qu'il nous faudrait, pas seulement comme collaborateur, mais comme témoin oculaire de l'affaire. Il pourra pas venir expliquer qu'il avait peur. Oui, il y a une espèce de montée de bouclier contre lui depuis l'accident, de la part des partisans de M. Vergniaud, mais c'est pas une raison pour le fait de prendre la fuite ne justifie pas le fait de prendre la fuite, ça c'est une action qui t'accuse encore plus. Bien sûr. Qui ne joue pas en sa faveur. Comme tu dis, peut-être qu'il voulait se protéger, mais ça prend un téléphone pour parler aux gens, appelle un radio. Il devrait, comme maire, avoir les contacts des journalistes locaux. Au moins, faites une déclaration, donnez votre version des choses. Et là, on vous cherche partout, on ne vous retrouve pas, et puis c'est assez bizarre. Pour moi, c'est totalement irresponsable. Oui, le silence dans un contexte comme ça, c'est beaucoup plus lourd pour toi que les accusations. C'est clair. Tu ne peux pas disparaître comme ça dans la nature. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Tu es maire, c'est pas un vulgaire citoyen. Non. Il va falloir un jour te pointer et t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Oui. Ben, le gouvernement va devoir intervenir si jamais il ne se trouve pas. Parce qu'il y a un maire adjoint qui est mort. Lui, il est dans le maquis, il n'est pas là. Le cartel est caduque, là. Pratiquement, la mairie de Port-de-Paix, ça devient quoi? Il fonctionne plus. Alors, le gouvernement doit intervenir dans ce cas-là si M. Alusma ne se manifeste pas. Il va falloir vraiment... j'espère vraiment au cours de la journée demain qu'on puisse savoir où se trouve ce maire-là et qu'il donne au moins un minimum d'explications. Parce qu'on ne peut pas laisser la ville comme ça, non? Quand même. Hein? C'est vraiment... moi, je ne comprends pas. Un accident est arrivé. Si vraiment c'est un accident, dans le sens où c'est pas quelque chose qui n'a été planifié, c'est la première chose de t'expliquer. Je comprends que, d'ailleurs, justement, si la perception des gens, si tu vas te mettre à l'abri parce que les gens pensent que tu as une forme de culpabilité dans ça, ton silence, justement, justifie le fait que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ce qui s'est passé. En aucun cas, se mettre... se cacher, ne pas donner d'informations ou d'explications sur ce cas, c'est pas intelligent du tout. En tout cas, peu importe ce qui est arrivé réellement,
ça te prend une explication, tu dois t'expliquer et dire aux gens, donner ta version des faits, tu comprends? Ok. Mais 18 mai maintenant, Jovenel Moïse et Jacques-Guy Lafontaine sont en campagne ou Moi, je n'ai vraiment pas compris cette affaire-là. Je n'ai pas compris cette affaire-là, encore moins l'explication que M. Delva a donné du genre... Ah, c'est cousu de corde, là. C'est bizarre et que le président n'a rien à voir avec ça. Tu peux pas dire que le président, c'est peut-être un particulier qui a fait ça. Et pourquoi? Un particulier qui le fait pendant que le président est là? Vous n'avez aucune idée de qui? C'est comme si le particulier... Ce particulier pourrait tout bonnement empoisonner tout le monde aussi. Ben oui, absolument. Parce que vous n'êtes pas au courant. Absolument. Et puis on parle d'aliments, tu comprends? C'est pas quelque chose, tu peux venir quelques heures là, tu mets, ça prend une planification, l'impression des choses, l'embouteillage, c'est planifié sur des mois, cette affaire-là. Moi, j'aimerais dire quelque chose à Guy Delva. Si tu veux dire du n'importe quoi, profites-en pour dire du gros n'importe quoi. Pas du petit n'importe quoi comme ça. Mais là, vraiment, tu as vu, il était très embarrassé. Ah non, mais tu peux pas me dire que le gouvernement et tout le service de sécurité, personne n'était au courant de ça. Un particulier introduit un espace comme ça où le chef de l'État est là, 18 mai, fête du drapeau, distribue des bouteilles d'eau et vous n'êtes pas au courant. Donc ce particulier-là aurait pu tout bonnement empoisonner tout le monde. Monsieur Delva est vous n'êtes pas au courant. Très tranquille. Et laisse tranquille notre président, il n'a rien à voir avec ça. C'est peut-être Monsieur Delva qui a à voir avec ça. En tout cas, 57, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'être avec vous. Moi et Jean-Luc Magoudou, on va vous retrouver demain pour une dernière édition de Nos Nouvelles. Merci beaucoup. Merci. Likez et partagez cette émission.